bébés animaux. Emmanuel, merci beaucoup d'être ici. Je vous présente Emmanuel Grossman. Bonjour. Je suis ravie d'être là aussi et j'espère que vous avez passé un bon moment avec ces jeunes animaux en les regardant grandir. Alors tous les cinq, ils ont un point commun, vous l'avez peut-être remarqué, sont tous des mammifères. C'est-à-dire, comme nous, en fait les bébés ils grandissent dans le ventre de leur maman et ensuite elle va les allaiter jusqu'à ce qu'ils soient capables de se nourrir tout seuls. Mais il y a plein d'autres stratégies pour grandir. Vous avez tout un tas d'animaux qui vont pondre des œufs. Alors vous pensez probablement aux oiseaux, mais vous avez aussi tous les insectes par exemple, et puis les crustacés, puis les poissons. Et donc là, les parents, la maman, elle va pondre des œufs qui vont être parfois surveillés, couvés, comme dans le cas de nombreux oiseaux, ou alors abandonnés. On a vu des saumons dans le film, qui sont le repas favori des ours. En fait, les saumons, quand ils pondent, ils pondent énormément d'œufs et ils vont les laisser. En fait, ils vont les abandonner. C'est le cas aussi, par exemple, vous avez peut-être pu en voir dans les mares, parce que c'est la période. C'est le cas des grenouilles, notamment des grenouilles rousses qui vont pondre plusieurs milliers d'œufs par couple. Et ces œufs vont être laissés, et puis seul un petit nombre va grandir jusqu'à devenir un tétard, puis une grenouille. Et ça, c'est aussi une autre particularité de certains animaux. Là, vous voyez, quand un bébé chimpanzé naît ou un bébé lion, alors ils ont des petites différences avec leurs parents, mais ils ressemblent quand même à peu près au modèle adulte. C'est des adultes en miniature, mais chez d'autres, comme chez la grenouille par exemple, et chez plein d'insectes, les petits vont être totalement différents à la naissance. On parle en fait de larves. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une métamorphose. Donc chez les grenouilles, quand les bébés naissent, c'est des tétards. Et par exemple, chez les papillons, ce sont des chenilles. Donc vous avez plein de stratégies. Et puis là, vous voyez, ce sont surtout les mères qui s'occupent des petits. Mais dans certains cas, vous avez aussi les pères qui s'en occupent, parfois même exclusivement. Chez l'hippocampe, un poisson, le père va prendre tous les œufs dans une poche qu'il a dans son ventre, et c'est lui qui va tenir les œufs au chaud jusqu'à ce qu'ils éclosent. Et chez certains oiseaux aussi, vous avez le père qui va lui couver les œufs, tandis que la mère va s'en aller, comme chez les autruches par exemple. Donc vous avez tout un tas de stratégies différentes pour que les petits grandissent et parviennent à l'âge adulte. Alors je pense que vous avez certainement beaucoup de questions, donc je vais vous laisser la parole et je vais tâcher d'y répondre le mieux possible. J'ai un micro ici, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Est-ce qu'il y a des enfants? Tu peux poser une question? Non? Qui veut poser une question? Ah, un petit garçon. Et n'ayez pas peur, c'est la salle de cinéma 4DX qu'on entend à côté. Hein, L'ornithorynque, qu'est-ce que c'est? Ah, bonne question. Alors l'ornithorynque, ça ressemble pas à grand-chose. Ça a un corps poilu, un bec de canard, ça pond des œufs, mais malgré tout, c'est quand même un mammifère. Donc c'est un mammifère qui est assez proche, si vous voulez, des kangourous, qui vivent en Australie, en Papouasie, qui sont des mammifères à poche. Donc le petit, à la naissance, il rentre dans la poche de sa mère. D'ailleurs, à la naissance, un bébé kangourou, ça ne ressemble pas à grand-chose, ça ressemble à une espèce de haricot. Il va ramper tant bien que mal dans la poche et il va finir de se développer en fait dans la poche. Et l'ornithorynque avec l'échidné, c'est encore un peu à part des kangourous, c'est ce qu'on appelle des monotrèmes. Et effectivement, c'est un animal vraiment très étrange qui pond des œufs. Mais par contre, qui va produire du lait pour allaiter ses petits. Donc c'est vraiment une bizarrerie en fait dans le règne animal. Donc c'est vraiment un animal très très particulier qui a en plus il a tout
tout un tas de particularités. Il a aussi des petits éperons venimeux sur les pattes. Et il vit beaucoup dans l'eau, il chasse dans l'eau. Et c'est vraiment un animal assez fabuleux. On a une autre question là, d'une petite fille. Bonjour. Quel mammifère fait le plus de œufs? Fait le plus de petits? Deux. Ah, deux. En fait, le seul mammifère qui va pondre des œufs, c'est l'ornithorynque. Et après, les mammifères qui font le plus de bébés, le record, je ne saurais pas dire, mais de manière générale, c'est surtout les rongeurs, tout ce qui est souris, rats, petits mulots, et puis après les lapins aussi, qui ont plusieurs portées de plusieurs petits par an. Donc ils peuvent avoir jusqu'à 30, 40 petits dans une année, voire plus. Donc voilà. Et à l'inverse, celui qui va en avoir le moins sur une durée de temps assez grande, ça va être les grands singes, le chimpanzé, l'orang-outan, qui vont avoir un seul petit tous les 5 à 8 ans. On a une autre question ici. Pourquoi il y a certains oiseaux qui abandonnent leurs petits? Qui les abandonnent une fois qu'ils sont nés, c'est ça? Ça peut être plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'ils ont été dérangés ou parce qu'il y a un oiseau un des parents qui, par exemple, est mort parce qu'il a été tué par un prédateur et ils ne peuvent plus nourrir les petits et donc ils les abandonnent. Après, il y a des parents qui pondent des œufs, des oiseaux qui pondent des œufs et qui les abandonnent. Alors pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont, vous avez des espèces d'oiseaux qui vont, par exemple, pondre leurs œufs dans le nid d'un autre. Alors là, vous avez l'exemple que vous connaissez probablement, qui est celui du coucou. Et donc lui, c'est un oiseau parasite, et donc il va compter sur d'autres espèces d'oiseaux pour élever ses petits. Et donc il pond dans un nid d'une autre espèce, qui souvent d'ailleurs est beaucoup plus petite que lui. Et ce sont ses parents adoptifs par force qui vont s'occuper du coucou. Et le jeune coucou à la naissance va jusqu'à pousser les œufs ou les autres oisillons hors du nid pour être le seul à bénéficier de la nourriture que vont amener ses parents adoptifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, hop, je cours. Alors pendant ce temps-là, je vais poser une question. À quel âge les chimpanzés les bébés deviennent indépendants? On ne sait pas bien ça. Alors les chimpanzés, ils ont besoin environ de 5 ans pour grandir et pour acquérir à peu près l'essentiel des techniques dont ils ont besoin pour survivre en forêt. Alors c'est environ 5 ans parce que parfois pour certaines techniques ça peut durer plus longtemps. Vous l'avez vu à la fin du film, ils cassent des noix avec des outils complexes, un marteau et une enclume. Et pour vraiment maîtriser cette utilisation d'outils, il faut parfois un petit peu plus de temps que ces quelques années. Et certains vont maîtriser cette technique qu'à partir de 10 ans. Et les chimpanzés ont une autre caractéristique aussi, c'est qu'ils sont aussi des chasseurs. Et ils chassent d'autres singes en particulier, des petits singes qu'on appelle des colobes. Et c'est des techniques de chasse qui sont assez complexes, des chasses coopératives. Et là, c'est pareil, pour maîtriser cette technique de chasse, comme chez les lions, par exemple, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur une longue durée. Et du coup, voilà, ça, c'est des comportements qui sont plus longs à acquérir. Et un jeune chimpanzé il passe par une période d'enfance, puis une adolescence, et il est vraiment totalement indépendant au bout de 8, 10 ans, 12 ans. J'ai une petite question là. Pourquoi entre les bébés guépards il y en a un qui s'est fait manger? Pourquoi? Bonne question. Malheureusement, ça c'est un peu le jeu du hasard. Alors parfois, voilà, certains petits peuvent être malades, certains vont être peut-être plus faibles. Celui-là, peut-être qu'il était moins fort, moins costaud que ses frères et sœurs. Et quand les hyènes
ont attaqué, lui a peut-être pas pu se sauver ou se cacher suffisamment et du coup il a été victime des hyènes, ou c'était la nuit. Peut-être qu'il a eu tellement froid qu'il n'a pas réussi à survivre, il s'est perdu, il n'a pas retrouvé sa maman. Et ça, c'est, parfois, il y a c'est le jeu un peu du hasard, malheureusement, et c'est vrai que tous les petits ne survivent pas. Là, on a vu chez les guépards, il y en a quand même eu 3 qui sont arrivés à l'âge adulte. Comme je disais tout à l'heure, chez d'autres espèces, c'est beaucoup plus. Le taux de survie est beaucoup plus faible. Chez les grenouilles, par exemple, une maman grenouille va pondre plusieurs milliers d'œufs et vous allez avoir qu'une trentaine de bébés qui vont arriver à grandir et arriver à l'âge adulte, qui vont avoir la chance de passer toutes ces épreuves pour être des grenouilles adultes. Donc voilà, parfois il y a des mauvaises surprises et puis parfois il y en a des bonnes aussi. On a une question de Charlie. Le héron mange quoi comme poisson? Pardon? Le héron mange quoi comme poisson? Ah, le héron. C'est bien précis comme question. En fait, il y a plusieurs espèces de hérons. Et c'est vrai qu'ils mangent beaucoup, ils mangent des poissons, ils mangent aussi, ils mangent plusieurs types de poissons, ça dépend où ils vivent. Ils peuvent manger des gardons, des petits poissons qu'on trouve dans les rivières. Après, ils peuvent manger aussi des grenouilles. Ils peuvent manger un peu tout ce qu'ils trouvent. Ils peuvent manger aussi des petits lézards. Donc c'est un peu en fonction de l'endroit où ils vivent et de ce qu'ils vont trouver. Et effectivement, ils mangent plusieurs types de poissons, plusieurs espèces de poissons. Et en Afrique, ils vont manger par exemple des poissons qu'on appelle des tilapias. Donc c'est un peu en fonction des espèces de hérons et des endroits où on les rencontre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, on a une question là-bas. Charlie. Bonjour, je voulais savoir comment était née votre passion, votre vocation pour les primates. Bonne question. En fait, depuis toute petite, je m'intéresse aux animaux. C'est-à-dire que je suis un peu tombée dedans. Bon, j'avais une famille qui s'y intéressait aussi, donc forcément ça aide. Et puis les primates, ça a été un peu du hasard, mais pas uniquement. C'est vrai que c'était des animaux qui me passionnaient parce que c'est nos plus proches cousins, donc à l'image d'un miroir, ils nous renvoient pas mal de comportements qu'on a en commun. Et puis ensuite, ça a été le fruit de rencontres avec des primatologues qui m'ont ouvert un peu les portes de ce milieu et de ces animaux. Et du coup, ça a été d'abord des animaux qui m'ont fascinée et puis ensuite des rencontres qui ont permis que je m'y intéresse réellement et que je puisse aller sur le terrain les observer. Et du coup, tu es allée où, Emmanuel, observer les primates? Alors moi, j'ai travaillé, pour mes études, j'ai travaillé sur les orang-outans, donc en Asie du Sud-Est, à Bornéo. Et puis après, comme j'ai quitté le domaine de la recherche pour écrire, pour être auteur, et là, j'ai fait des reportages sur pas mal de singes, donc les chimpanzés, les gorilles. Évidemment, je suis retournée voir les orang-outans, et puis les macaques aussi, notamment les macaques du Japon, et voilà, d'autres espèces que j'ai pu rencontrer en Afrique ou en Asie, et puis un peu aussi en Amérique du Sud avec les singes laineux, les singes araignées. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, là-bas. Un peu le tour. Non, je vais passer par monsieur. Bonjour, ce serait pas vraiment une question, mais plus comme dans le film, par exemple, quelque chose qui peut être surprenant pour les gens, c'est de voir des singes qui cassent des noix par eux-mêmes. Est-ce que vous auriez une ou deux autres anecdotes sur d'autres primates, peut-être de choses comme ça qu'on n'imagine absolument pas Alors les chimpanzés, c'est les plus
les plus grands bricoleurs, c'est ceux qui utilisent le plus grand nombre d'outils. Ils ont tout un kit d'outils qui est absolument fabuleux. Alors, une des utilisations d'outils les plus complexes, c'est celle qu'on a vue, c'est le cassage de noix avec un marteau et une enclume. Mais on en découvre régulièrement de nouvelles. Vous avez des femelles qui vont chasser avec une lance. Donc elles prennent un bâton qui est pointu au bout, qu'elles effilent au bout, et elles vont sonder dans les trous des troncs d'arbres et avec leur lance. Mais vraiment, on a l'impression de voir des humains, parce qu'elles la tiennent exactement comme des humains tiendraient une lance, pour attraper des petits primates nocturnes qui vivent dans les troncs, qu'on appelle des galagos. Donc ça, c'est une autre utilisation. Après, elles font les chimpanzés, mais aussi les gorilles ou les orang-outans font des éponges pour boire l'eau. Donc là, on le voit un petit peu avec la pulpe des fruits, mais dans certaines communautés, les chimpanzés plient les feuilles. En fait, ils font vraiment de l'origami avec, et l'eau va se mettre à l'intérieur de ces plis, et ils vont la boire. Ce que je trouve assez rigolo, c'est que la communauté qui fait ces origamis, en fait, est étudiée par des primatologues japonais. Je ne sais pas s'il y a eu un hasard ou pas. Après, en comportement très étonnant, chez les chimpanzés, vous avez aussi la fabrication de sortes de tongs pour grimper sur des troncs d'arbres qui sont hérissés d'épines. Donc ils se pontent une brindille, en fait, pour faire comme une petite semelle, et pour grimper sur ces capotiers. Et ensuite, ils se font un petit matelas avec les feuilles pour s'asseoir sur les branches sans se piquer les fesses, et pour déguster les fruits. Les orang-outans font aussi des chapeaux en feuilles. Il pleut beaucoup, on est dans les zones tropicales. Bon, alors quand je dis chapeau, il ne faut pas imaginer des chapeaux super élaborés, mais voilà, ils se fabriquent une protection, alors soit une grande feuille qui tienne, soit plusieurs feuilles qui se mettent sur la tête. Et autre chose qui est commun à tous les grands singes et qui est peut-être assez étonnant, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'imagine pas forcément chez les primates, c'est que tous les soirs, les chimpanzés, bonobos, orang-outans, gorilles se fabriquent des nids pour dormir. Alors les gorilles, le plus souvent, c'est au sol parce qu'ils sont très très lourds, donc les branches ne les supporteraient pas. Mais tous les autres se fabriquent des nids dans les arbres. Et alors, contrairement aux oiseaux qui fabriquent des nids pour pondre et pour élever leurs petits, eux, c'est vraiment un lit pour dormir. Donc l'idée, c'est qu'ils soient évidemment confortables, douillés, parfois avec une vue sur la forêt et sur les autres membres de la communauté. Et une des caractéristiques, c'est qu'ils en construisent un nouveau tous les jours. Donc c'est à la fois pour passer une nuit tranquille, parce qu'en étant en hauteur, ils sont protégés des prédateurs, que ce soit un léopard, un tigre ou certains gros serpents, mais aussi être au sec, et notamment à l'abri des parasites qui sont dans le sol. Et quand il pleut trop, les orang-outans en particulier se font un petit toit au-dessus de leur nid. Et voilà, ils dorment comme ça à l'abri, et souvent avec un doux balancement qui les berce toute la nuit durant. Donc voilà quelques exemples de comportements un peu étonnants. On a une question de Maïssa. Est-ce que, en fait, jusqu'à quel âge, en fait, les macaques, ils vivent jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge vivent les macaques? Les macaques, ils vivent une dizaine d'années environ. Et un petit, il devient adulte environ au bout de 1-2 ans. Et une maman, elle a un petit tous les ans chez les macaques, contrairement aux chimpanzés, qui, la maman, elle va avoir un petit tous les 5, 6, parfois 7 ans. Et donc voilà, c'est à peu près une dizaine d'années, 12 ans environ, parfois un petit peu plus. Dernière question. Ah, il faut que je fasse. Je vais prendre une petite fille sur le passage. Comment tu t'appelles? Une question de Kenza. Quelle est la plus grosse différence entre le guépard et le lion? La plus grosse différence, déjà au niveau de ce qu'on voit dans le film, au niveau de l'organisation sociale, le guépard est solitaire, donc il vit tout seul dans son coin. Donc
sauf quand une maman a des petits, là elle est entourée de ses jeunes, et le lion lui vit en groupe, donc un mâle entouré de plusieurs femelles et des jeunes. Donc ça c'est vraiment, je pense, la plus grosse différence. Bon après, il y a plein d'autres différences au niveau des comportements. Bon, le guépard, vous le savez certainement, c'est l'animal terrestre qui court le plus vite. Le lion, lui, va pour chasser, comme vous l'avez vu, il ne compte pas sur sa vitesse, mais plutôt sur sa force et sur le nombre. Voilà, ça c'est peut-être les deux plus grandes différences qu'on peut avoir entre le lion et le guépard, mais évidemment il y en a plein d'autres au niveau des comportements, des plus petites différences. Mais voilà, la façon dont ils vivent, l'un solitaire et l'autre en groupe, ça c'est probablement la plus grande différence. Allez, dernière question. Bonjour, je voudrais juste savoir au niveau des primates, il semble qu'ils aient une très forte capacité à repérer les arbres pour se soigner, les feuilles des arbres, que nos biologistes en herbe veulent justement essayer de comprendre comment ils arrivent à repérer ce type comment ont-ils cette faculté déjà, et comment ils arrivent à repérer les plantes nécessaires pour se soigner dans tout ce qui est maladie tropicale et autres. Et je voulais savoir si c'était vrai. Oui, tout à fait. Il y a plein de recherches qui sont menées depuis plusieurs dizaines d'années sur ce sujet, sur la façon dont les singes, mais pas uniquement les singes d'ailleurs, utilisent des plantes médicinales, et c'est particulièrement étudié chez les chimpanzés, notamment au Japon, par des équipes à l'université de Kyoto et à Paris, au muséum. Et alors comment est-ce qu'ils repèrent ces arbres? En fait, il faut imaginer que pour nous, une forêt tropicale, c'est un peu, on ne sait pas trop s'y repérer, c'est un peu touffu, fouillis, on s'y perd, ou on s'y perdrait très facilement. Mais pour les chimpanzés, finalement, c'est très simple. Ils en ont une carte très claire, un peu comme vous savez vous repérer en ville, dans votre quartier, vous connaissez les rues, vous savez où aller. Les chimpanzés, c'est exactement la même chose, ils connaissent les arbres, et au-delà de ça, ils savent même quand chaque arbre va fleurir et va donner des fruits. Et donc pour eux, c'est assez simple de se repérer dans cet environnement. Et effectivement, ils vont trouver certaines plantes quand ils sont malades et les utiliser pour se soigner. Et en ce moment, on regarde notamment, il y a des recherches sur les plantes qu'ils utilisent pour se soigner du paludisme, parce que comme nous, ils attrapent ce parasite, et eux se soignent avec certaines feuilles de la forêt. Donc évidemment, c'est très intéressant aussi pour l'humain. Et donc voilà, il y a des recherches qui sont menées sur le sujet, et ça existe aussi chez d'autres espèces que le chimpanzé. Et vous avez par exemple une utilisation médicinale qui est très fréquente, c'est l'ingestion d'argile qui est faite par de nombreux animaux pour soigner des problèmes digestifs. Donc ça, c'est des choses les animaux savent se soigner, savent utiliser des médicaments présents dans la nature, que ce soit des feuilles, des écorces ou de la terre. Merci beaucoup Emmanuel, c'était passionnant. Merci à vous. Je vous rappelle que Emmanuel a écrit un très beau livre qui s'appelle Une façon de grandir les bébés animaux. Merci d'être venu, parce qu'en plus Emmanuel n'habite pas à Paris, donc il est venu spécialement pour nous ce matin. Je voudrais remercier Carole Balducci et toute l'équipe Disney Nature à Paris pour avoir organisé cette matinée et l'ensemble de la journée. Je vous rappelle qu'il y a des activités, notamment pour les enfants, mais pas que, dans le hall du cinéma, et qu'à 14h30, puis à 16h30, il y aura les 2 projections de Né en Chine, film tout nouveau qui vient de sortir aux États-Unis et qui est déjà sorti en Chine, qui est un superbe film que je vous conseille de voir. A tout de suite pour les activités. Encore merci beaucoup.